Bonjour Jean-Paul Guéry, bonjour Laurence Bois. Donc nous voilà réunis pour une petite conversation en ligne autour du fanzine La Tête en Noir. C'est une première. Donc on est réunis Jean-Paul Guéry, donc qui est le fondateur et le rédacteur en chef de la revue fanzine La Tête en Noir, qui a fêté ses 30 ans en 2014. Je crois, il le confirmera, que c'est le plus ancien fanzine dédié au polar en France. Et Laurence Bois, qui est la fondatrice d'Academia Scopalto. Alors, pourquoi ce petit rendez-vous? Peut-être qu'on va expliquer d'abord à nos auditeurs. Depuis quelques mois, sur le portail des médiathèques de Maugueux-Carnon, vous, lecteurs, vous trouvez une nouvelle offre de ressources numériques, Academia Scopalto, qui est un kiosque numérique qui permet de lire en streaming, de lire en ligne des magazines d'art, des revues culturelles et des fanzines. Alors c'est un échantillon très large. Laurence, vous voulez peut-être nous en dire un mot avant qu'on démarre? Vous l'avez très bien présenté. Donc Academia Scopalto, c'est un kiosque numérique qui est dédié uniquement aux revues culturelles. Donc c'est la culture au sens large, puisqu'on va avoir aussi bien des revues de design, d'art, de voyage dédiées à la jeunesse, ou bien des revues de polar. Et notre objectif, c'est de présenter un maximum de revues et de présenter aussi bien les numéros en cours que les archives. Voilà. Et puis on a aussi des revues étrangères qui nous rejoignent maintenant sur Academia Scopalto. Alors Jean-Paul Guéry, merci à vous d'avoir accepté cet échange. C'est fabuleux de pouvoir parler avec le rédacteur en chef d'une revue. C'est très chouette. On va pouvoir un petit peu connaître les arcanes. Est-ce que, avant de parler de La Tête en Noir, vous voulez vous présenter un tout petit peu pour nous? Bien sûr, si vous voulez, oui, si vous le souhaitez. J'ai 59 ans et je ne travaille pas dans le milieu littéraire. Je travaille dans le milieu agricole. J'ai une fonction de gérant d'un groupement de producteurs de semences de maïs dans le Maine-et-Loire. Et mon vrai travail, celui qui me permet de gagner ma vie, c'est de défendre l'intérêt des producteurs du groupement. Voilà. D'accord. Ceci dit, évidemment que la lecture, ça fait partie de ma vie depuis que je sais lire, quoi. Et comme beaucoup, je suis entré en littérature policière par des collections enfantines, le Club des 5, le Clan des 7, puis après on passe à Agatha Christie, et puis après c'est parti pour la littérature noire. Voilà. D'accord, donc un parcours de lecteur passionné. Oui. Alors, La Tête en Noir. Peut-être, voilà, juste une présentation de bibliothécaire. La Tête en Noir, c'est le fanzine idéal pour trouver des idées de lecture. Et je pense pour élargir sa bibliothèque. Alors, on y trouve des chroniques, de nombreuses chroniques de livres, mais aussi de films, de revues, de séries télévisées, de manifestations littéraires. Et c'est un fanzine qui défend, je crois, la diversité du polar, du genre noir. Alors, une diversité d'écriture à travers les auteurs, les éditeurs qui sont évoqués, des éditeurs connus, mais aussi beaucoup de petits éditeurs. Une diversité peut-être culturelle. Il n'y a pas que des chroniques d'auteurs anglo-saxons qui sont très représentées en médiathèque. C'est un équilibre très agréable, subtil, peut-être entre des critiques d'ouvrages de parution, de l'actualité, et puis aussi des chroniques de réédition qui remettent à l'honneur un auteur qui a marqué la littérature policière. Une diversité aussi, parce que tous les genres, tous les modes d'expression du noir sont un petit peu évoqués, les liens avec le cinéma, les séries télé, la bande dessinée.
Et puis, en fait, quand on lit La tête en noir, au bout de quelques numéros, on a l'impression d'être immergé dans un écosystème. Les auteurs, les éditeurs, l'édition papier, mais aussi tout ce qui se passe en ligne, les blogs amis, l'auto-édition, les manifestations littéraires encore une fois, et vraiment pas qu'à Paris, ça c'est très agréable aussi pour des provinciaux comme nous. Donc on est plongé dans ce bain. C'est aussi une lecture très accessible, à la fois érudite, hein, mais qui n'en a pas l'air, voilà. Une équipe de collaborateurs qu'on sent très soudés, de collaborateurs amis. Donc je dirais que c'est voilà une revue qui paraît très moderne, très dynamique. Voilà pour la présentation, j'ai assez parlé. Alors on va peut-être démarrer avec une première question. Peut-être ce projet, La tête en noir, c'est d'où est-ce qu'il est venu, comment cette équipe de collaborateurs prestigieux, hein, vous allez peut-être nous en parler, ils sont vraiment des spécialistes de la littérature du noir. Comment cette équipe s'est formée, comment est-ce que vous travaillez? Voilà, je me tais, à vous. Bon, alors déjà, au départ, il faut remonter, puisque c'est vrai qu'on a fêté nos 30 ans en 2014, donc c'est vrai que c'est un fanzine qui a plus de 30 ans maintenant. À l'origine, j'ai toujours, enfin, le fanzine, et c'était un moyen dans les années 70 de faire partager une passion et de faire partager ce qu'on aime. Il n'y avait pas Internet, bien sûr, tout ça. Il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a actuellement. Et à Angers, moi j'étais le correspondant d'un fanzine de rock et de bande dessinée qui existe toujours, qui est à Clermont-Ferrand. Oui. Et je distribuais le fanzine dans dans plusieurs librairies, bien sûr, à Angers, dans une librairie alternative qui s'appelait La tête en bas, d'où derrière La tête en noir. Cette librairie alternative, co-gérée, issue de mai 68, et qui avait connu son heure de gloire en 76 ou 17, puisqu'elle avait été plastiquée par l'extrême droite, qui lui avait amené à beaucoup de public et beaucoup de clients. Cette librairie, chez qui donc, je distribuais le fanzine de rock, m'a demandé de l'aider à remonter son rayon polar. Puisque moi, dans Rockhardy, je faisais des petites chroniques de romans policiers. Oui. J'avais une page pour moi pour parler de romans policiers. Et donc, ils m'ont demandé de remonter un peu leur rayon polar. J'aurais proposé j'aurais proposé bien sûr un fond et en même temps de créer un fanzine qu'on consacrera uniquement au roman policier. Et ils m'ont dit bah ok, pas de problème, on finance. Et ça dure depuis maintenant 32 ans. Bah comment on a commencé ce fanzine avec des moyens assez rudimentaires, 4 pages. Le premier j'ai tout fait moi-même, j'ai fait même les dessins que j'ai recopiés laborieusement sur des bandes dessinées, enfin c'est un truc, voilà, c'est du fanzine. Après, on a toujours voulu garder cet esprit de fanzine. Déjà, il est gratuit, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que il est accessible. Il y a pas de, j'ai jamais de problème d'argent, relation avec. J'ai un imprimeur, bien sûr, c'est pas gratuit en soi puisqu'il faut bien que quelqu'un paye des factures d'imprimerie, mais j'ai des sponsors pour ça, des libraires. Et par contre, avec quand je dépose La tête en noir à la bibliothèque municipale à Angers dans les annexes, c'est très libre quoi. C'est ce côté gratuit, c'est important pour nous. Et l'équipe, c'était des amis à vous. Comment elle s'est forgée? Comment vous répartissez les rubriques? Comment c'est né? Comment ça s'est organisé? Moi, je connaissais, à l'époque où j'ai créé La tête en noir, je connaissais personne dans le milieu, mais vraiment personne. Le seul lien que j'avais avec la littérature policière, c'était avec l'association 813, oui. Qui existe encore depuis 1983. Et quand j'ai fait La tête en noir, j'étais le seul rédacteur. J'avais un copain dessinateur. Parce que ça faisait un petit moment déjà que j'écrivais des chroniques dans ce fanzine, et puis j'ai participé aussi à
un hebdomadaire sur Angers gratuit, dans lequel j'avais une petite rubrique. Et il y avait un dessinateur. Et on s'entendait bien avec ce dessinateur, et donc je lui ai demandé après de venir dessiner La Tête en Noir. Et dès les premiers numéros, je les ai envoyés à 813, et 813 en a parlé. Ça a eu un effet multiplicateur au niveau des lecteurs, parce que un fanzine polar dans une association polar, c'était génial. Et après, c'est les gens qui sont venus vers moi. C'est Michel Hamelin d'abord, qui habitait pas très loin. Dans 813, il s'occupait des vieilles romancières mortes. J'avais vu des reportages où il allait en Angleterre, il recherchait les cimetières, il allait sur les tombes des romancières mortes. C'est un peu bizarre, là, c'est un type un peu bizarre quand même. Mais c'est lui qui est venu en me disant, ben voilà, je m'appelle Michel Hamelin, moi je connaissais quoi. C'est incroyable qu'il vienne vers moi et m'a proposé d'écrire des articles justement sur les romancières plutôt du genre classique, Agatha Christie, enfin pour donner un symbole. Et puis très rapidement, Claude Mesplède m'a envoyé un courrier en me disant j'ai lu La Tête en Noir, je trouve que c'est une super initiative, est-ce que vous auriez une petite place pour moi? Quand Claude Mesplède connu, me demande s'il y a une petite place, et tous les gens, tous les rédacteurs sont plutôt venus vers moi, et je suis obligé de refuser parce que j'ai pas cette place. Et puis il faut de la place pour tout le monde. Dans le dernier numéro, j'ai même pas pu placer un seul article. Mes articles à moi, quoi. Parce que tout le monde m'envoie, je calibre, je leur dis une page, je leur donne un nombre de signes, ils m'envoient le double, et puis ils me font des articles. Alors non, je peux pas les couper, c'est la rançon du succès. Mais c'est vraiment sympa, quoi, que des gens, parce que parmi les rédacteurs qu'on a, bon, on a cité Claude Mesplède et puis Michel Hamelin, mais des gens comme Paul Mogendre sont dans écrivent, tous ont un blog. Oui. Paul Mogendre, l'ARR, Christophe Dupuis, dans les derniers, un des plus connus qui est Calibre. Comment définiriez-vous, si c'est pas trop abstrait, conceptuel, votre ligne éditoriale? Est-ce que vous avez vraiment des choix affirmés, partagés? La présentation que vous avez faite de La Tête en Noir, et j'aurais pas mieux fait. Voilà. Alors, bien sûr, dans l'équipe, j'ai des spécialistes, des gens qui peuvent théoriser sur le roman policier, sur la littérature noire, qui peuvent écrire des essais. D'ailleurs, il y en a qui en ont écrit. Des gens comme Claude Mesplède, avec qui j'ai collaboré pour les années Série Noire, l'encyclopédie où on a écrit l'histoire de la série noire numéro par numéro, en faisant des articles très longs et tout. Claude Mesplède, il peut remplir La Tête en Noir tous les jours tout seul, quoi. Alors, on a des spécialistes, des gens qui savent en parler, mais à l'origine, et c'est ce que j'ai expliqué à chacun des rédacteurs quand il est arrivé dans l'équipe de rédaction, c'est qu'à l'origine, La Tête en Noir, c'est un outil pour aider les lecteurs à faire un choix dans la multitude de romans qui paraissent tous les mois en littérature policière et littérature noire. C'est ça. Alors, ça veut dire le maximum d'éditeurs différents, d'auteurs différents. On fait pas de priorité avec les plus connus, les moins connus. Vous l'avez dit, on essaie de présenter nos coups de cœur en disant, au moins ça donnera un petit éclairage pour les lecteurs des bibliothèques, puisque nous aussi on travaille avec la bibliothèque et puis les libraires. Et je pense que c'est ça, c'est très important, ce qui fait que parfois, alors c'est surtout moi qui me force aussi à parler de gens grand public, très très grand public. On m'a reproché parfois de laisser passer des chroniques sur Mary Vince-Clarke. Je trouve ça dommage parce que même si moi c'est pas mon auteur préféré, je sais que par Mary Vince-Clarke, il y a des lecteurs qui vont venir à autre chose derrière. Et c'est ça qui est important. Moi, je suis bien commencé par le Club des 5 pour arriver au polar. Donc c'est pas et il faut pas qu'on perde de vue ce côté grand public. Moi, je dis tiens, je veux pas que les gens prennent La Tête en Noir, lisent et puis au bout d'une page ou deux, se disent ouais, c'est encore un truc pour un télo. Alors
Ça veut pas dire qu'il faut mal écrire et qu'il faut balayer les sujets un peu vite fait. Je pense que des gens comme Claude abordent des sujets un peu plus sérieux sous une forme parfois même assez marrante. Et puis Michel Hamelin, plutôt branché sur les romans policiers classiques, fait découvrir des auteurs vers lesquels on serait pas allé spontanément. Je pense que et c'est ça et c'est la diversité des rédacteurs avec leur centre d'intérêt. Et maintenant, on a même un rédacteur qui a une rubrique qui est marrante, tu sais, c'est dans la bibliothèque APP, avec la petite faute, c'est génial, quoi. Dans la bibliothèque APP, qui va nous chercher des petites pépites comme ça. Je trouve ça génial, quoi. J'ai adoré l'idée. Et puis Julien Védrenne qui fait le lien entre le cinéma et puis la littérature noire, génial. Gérard Bourgerie qui est un angevin, qui lui a une bibliothèque énorme. Il nous retrouve parfois des trucs oubliés ou il nous parle de réédition bouquin qu'il a lu il y a 30 ans. Enfin, voilà, on a un éventail de rédacteurs, de sujets. Je pense que comme tout le monde, quand un lecteur de La Tête en Noir a trouvé son rédacteur, entre guillemets, son journaliste, et ben, il le suit et puis il sait que si Mesplat a dit que c'était bien, c'est bien. Voilà. Donc, et ça, moi, ça me plaît beaucoup. D'accord. Et comme je vous le disais un petit peu hors ligne, de plus en plus, la littérature, le polar, le genre noir est très lu en médiathèque. Il y a des lecteurs exclusifs et puis il y a des lecteurs qui lisent autre chose que du polar et qui s'aventurent dans le polar et qui du coup découvrent beaucoup d'auteurs. Est-ce que vous nous confirmez ce dynamisme du polar en France dans l'édition papier, mais peut-être aussi en numérique? Alors, dans l'édition papier, effectivement, il y a un vrai lectorat de romans policiers très large. Il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices aussi. Oui, bien sûr. Sur le numérique, je peux vraiment pas en parler. C'est quelque chose que je connais pas et j'ai pas l'impression pour l'instant que ça perce beaucoup. J'ai discuté déjà avec des auteurs qui publient uniquement en numérique. J'arrive pas à me faire une idée de l'importance que ça va prendre ou que ça a pris pour l'instant. Par contre, effectivement, on le sent bien. Enfin, moi, j'ai un ami libraire qui sponsorise La Tête en Noir, et quand je vais un peu traîner dans les rayons, je vois plein de gens qui posent des questions, qui connaissent, qui suivent des auteurs du début à la fin, qui veulent lire tout ce qu'un auteur a écrit. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais je pense que c'est comme toutes les passions littéraires. Je pense que c'est la même chose en science-fiction ou ailleurs. Alors, vous en avez parlé aussi au début, c'est un fanzine, et j'ai l'impression que vous êtes très attaché au fait que ça soit encore aujourd'hui un fanzine. Alors, nous, on lit la Tête en Noir en ligne, donc peut-être est-ce que vous pouvez nous décrire matériellement cet objet, et puis pourquoi c'est toujours un fanzine malgré ce succès, ou parallèlement à ce succès, c'est pas malgré, pardon. Non, après, c'est une volonté, c'est ma volonté, parce que tout, c'est mon bébé, un peu, entre guillemets, quoi. Le fanzine, c'est super parce que ça m'a franchi, gratuit en plus, mais ça m'a franchi de chercher de la pub pour financer, ça m'a franchi beaucoup de choses, ça me laisse une grande liberté. Malgré tout, il vous a pas échappé quand même, qu'on essaie de faire un fanzine qui soit joli et qui soit bien ordonné, avec des illustrations originales. Maintenant j'ai deux illustrateurs. On essaie de le faire qu'il soit agréable à lire et à regarder. Et je pense sincèrement, pour en avoir discuté avec des lecteurs, qu'il y a des gens qui prennent le fanzine autant pour les dessins et les illustrations que pour le contenu. Et c'est pas grave, à la limite, les illustrateurs ont de l'importance. Après, sur la conception en elle-même, en fait, les gens m'envoient leurs articles par internet,
par mail. J'ai un relecteur qui s'appelle Julien Védren, qui est aussi rédacteur, mais lui, il a un œil pointu sur. On essaie d'éliminer le maximum de fautes d'orthographe, mais on n'arrive jamais. Il reste toujours de fautes parfois de française, des formules. On essaie, c'est pas parfait. Je travaille, je fais des copier-coller de textes, d'illustrations. Je travaille sous Works parce que voilà, l'habitude. J'ai pas de logiciel de mise en page. Voilà. C'est très très artisanal. Mais maintenant, avec Internet et les ordinateurs, je trouve que c'est vraiment génial. Je fais le montage en 2 soirées, alors que autrefois, quand je tapais tous les articles à la machine, je faisais pas des copier-coller, je faisais des découpages, collages. Et c'était très très long, très fatigué. Mais on a gardé, malgré tout, l'esprit des fanzines des années 70. C'est de la photocopie, de la bonne photocopie, mais ça reste de la photocopie, un petit format. Voilà, moi ça me plaît bien. On passera pas en couleur, on sera pas de papier glacé. Ça je pense. Donc voilà, c'est la liberté du fanzine. Exact. Je travaille, je fais des copier-coller de textes, d'illustrations. Je travaille sous Works parce que voilà, l'habitude. J'ai pas de logiciel de mise en page. Voilà. C'est très très artisanal. Mais maintenant, avec Internet et les ordinateurs, je trouve que c'est vraiment génial. Je fais le montage en 2 soirées, alors que autrefois, quand je tapais tous les articles à la machine, je faisais pas des copier-coller, je faisais des découpages, collages. Et c'était très très long, très fatigué. Mais on a gardé, malgré tout, l'esprit des fanzines des années 70. C'est de la photocopie, de la bonne photocopie, mais ça reste de la photocopie, un petit format. Voilà, moi ça me plaît bien. On passera pas en couleur, on sera pas de papier glacé. Ça je pense. Moi j'avais une question mais qui était plus personnelle, Jean-Paul, c'est que je vois derrière vous, il y a une bibliothèque magnifique avec beaucoup, j'ai l'impression, de polar, parce que je vois des couvertures noires. Est-ce qu'il y a un autre genre que vous appréciez particulièrement, ou bien vous êtes vraiment polar? J'avais une collection énorme de livres, de romans policiers. Depuis 30 ans, j'ai un service de presse des maisons d'édition, donc je gardais tout, mais j'étais obligé de me séparer de beaucoup de mes romans pour un problème de place. Voilà. Donc j'avais un garage qui était une deuxième bibliothèque qui est devenu un vrai garage. Donc voilà. Mais c'est vrai que le roman policier prend beaucoup de place dans ma vie. Ceci dit, j'écris dans plusieurs supports. C'est une rubrique régulière qui s'appelle le polar de la semaine dans 2 quotidiens de la presse régionale, le Courrier de l'Ouest ici à Angers et le Maine Libre au Mans. Là, toutes les semaines, je présente un roman policier. J'ai aussi une rubrique dans un hebdomadaire angevin où là, je présente 2 livres par semaine. En général, un roman policier et un roman ou des nouvelles. Voilà. Donc, c'est sympa parce que bien sûr, j'ai 2 romans policiers à lire par semaine. C'est pas une obligation, hein, c'est pas une corvée surtout. Et un roman, voilà. Donc ça me permet de sortir un petit peu de la littérature policière pour aussi lire des ouvrages différents. Et puis c'est vrai que ma deuxième passion, c'est la bande dessinée. Alors là, c'est mon bureau. C'est plutôt des romans. Il y a tout, hein, beaucoup de romans américains, beaucoup de littérature policière américaine, mais aussi des romans de la littérature blanche. Et puis j'ai une deuxième pièce parce que maintenant que mes enfants sont partis, et ben je réquisitionne leur chambre. Donc j'ai une deuxième pièce où c'est une BD-tech où j'ai des milliers de bandes dessinées. Voilà, je vais passer. Peut-être qu'on pourrait clôturer cette conversation, Jean-Paul Guéry. Est-ce que vous nous donneriez des conseils de lecture pour cet été?
Oui, j'ai quelques livres le plus simple, c'est de regarder dans la tête en noir et puis Voilà. de, de reprendre les rubriques. Moi, j'aime bien aussi l'idée des poches parce que d'abord, c'est le meilleur marché. Moi, le prix des livres, c'est assez effarant. Hein. Pour un livre en grand format, c'est 20 euros. Donc, d'où l'utilité des bibliothèques et des médiathèques. Je pense qu'il faut. Moi, j'incite tous mes amis à aller dans les médiathèques parce que plutôt que de dire bah oui, mes livres c'est cher, mais non, les livres on les trouve en médiathèque. Donc moi dans les derniers que j'ai lus, alors, j'en ai un par exemple, je sais pas si comme Oui, ça, on le voit très bien. Oui. c'est Le Puits. C'est un roman, c'est pas un roman policier, mais c'est une intrigue noire de deux enfants qui tombent dans un puits et qui veulent absolument s'en sortir. C'est bien, c'est sympa. Mon polar de la semaine aujourd'hui, qui est paru aujourd'hui, c'était un roman de Nicolas Black, qui est déjà ancien puisqu'il est paru, je sais plus en quelle année, mais qui est réédité là chez Omnibus dans une nouvelle collection qui s'appelle Biblio Omnibus Polar et qui est à mi-chemin entre entre le poche et puis le grand format qui vaut 13 euros, donc c'est limite, mais c'est là. Et c'est un roman qui est paru en 1938 sur un homme dont le fils a été tué par un chauffard et la police laisse tomber l'enquête et lui reprend l'enquête à son compte, retrouve le chauffard et rentre dans sa vie pour mieux le piéger. Mais malheureusement, un petit grain de sable fait que on peut pas toujours obtenir ce qu'on souhaite, y compris en matière de crime. Pas mal. Et puis voilà. Bon, autrement, non, j'ai vu qu'il y avait, il y a un CJ Box, c'est un auteur que j'aime bien qui vient de rééditer Au bout de la route, l'enfer. Et puis un petit Français, Louis Sanders, qui vient de faire paraître chez Rivage un petit roman qui s'appelle Auprès de l'assassin, qui se passe dans le Périgord où deux Anglais s'installent dans le Périgord, enfin un couple d'Anglais s'installe dans le Périgord et puis veulent monter des chambres d'hôtes, mais ils sont dans un tout petit village entouré de paysans un peu rustres et ils sont malvenus, ça sent qu'ils sont malvenus et il y a un crime dans le petit village et tout de suite on pense à eux. D'accord. Bon, mais merci pour ces conseils. On redonnera les titres, on mettra à l'honneur les titres à la médiathèque. Le prochain Tête en Noir, donc, quand est-ce qu'il... Alors, j'ai reçu presque l'intégralité des textes qui sont publiés au début juillet. Alors, on n'a pas parlé de la difficulté de maîtriser 12 rédacteurs et 2 illustrateurs, et j'aurais tendance à même à dire surtout les 2 illustrateurs, parce que j'arrive jamais à sortir la tête en noir dans les délais que je fixe à tout le monde, simplement parce que j'ai toujours un rédacteur qui a eu quelque chose, un empêchement. Donc début juillet, le numéro 181. D'accord, parfait. Et je profite moi puisqu'on est entre nous, pour saluer l'initiative de Laurence, parce que Scopalto c'est vraiment un outil qui est génial pour découvrir des revues. Moi j'ai découvert plein de choses sur Scopalto et genre tous les mois je reçois la sélection des livres que j'avais, des revues que j'avais cochées et c'est génial quoi. C'est vraiment très bien. Bravo. Merci. Merci. Puis, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez du problème de place. Moi, c'est aussi Scopalto, si on l'a créé, c'était pour répondre à cette question de place, parce que c'est pour ça que les archives, pour nous, sont très importantes aussi qu'elles soient sur Scopalto. Pour nos lecteurs, le plus important, donc vous pouvez retrouver tous les numéros de La Tête en Noir sur le site de notre portail, donc sur Academia Scopalto. Je rappelle que c'est un accès gratuit, illimité pour tous nos abonnés. Et puis, je vous remercie vivement tous les deux, Jean-Paul Guéry et Laurence. Merci de l'intérêt que vous portez à un petit fanzine de province. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.